Alors, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Ah, alors, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous avons eu un petit souci technique avec Céline, donc j'espère que vous m'entendez bien. J'aimerais bien que vous me fassiez un petit signe, comme quoi vous m'entendez, comme quoi vous me voyez. Youpi, donc oui, ça a l'air de marcher, donc c'est chouette. Bon, on a passé à peu près une demi-heure à chercher comment faire en sorte que l'émission puisse avoir lieu ce soir. Et en fait, au moment de nous séparer avec Céline, eh bien, il se passe un truc magique. J'ai décidé de lancer le live pour vous dire de vive voix qu'on allait reporter. Et finalement, je viens de voir que Céline a réussi d'un point de vue technique, à rejoindre le chat. Donc j'en suis ravi. Je suis un petit peu monté dans les tours, je reconnais. Donc, je reprends depuis le début. Bonsoir à tous. Je suis ravi, donc doublement ravi de vous retrouver ce soir pour cette émission sur énergie positive en compagnie de Céline Brouhaha. Ce soir, nous allons donc parler des constellations familiales, de la fratrie, du sens des prénoms. Donc, on va parler un petit peu de la psychologie de l'inconscient, ce que je trouve absolument passionnant en fait dans l'univers que va nous permettre de découvrir Céline ce soir. C'est la façon dont les choses, dont l'inconscient s'exprime à travers, là notamment, la famille. Et puis, on va essayer de comprendre un petit peu ce qui se joue dans le processus de la constellation familiale, parce que je pense que certains d'entre vous ont certainement expérimenté, d'autres connaissent plus ou moins, mais je pense que ça peut être intéressant de comprendre un petit peu mieux cette systémie. Enfin, ça va être une soirée absolument riche et je suis vraiment ravi que ce soit Céline Brouhaha qui a accepté mon invitation pour venir parler de ce sujet. C'est une personne qui est absolument passionnée par les constellations, je pense aussi par l'astrologie, puisqu'elle est également astrothérapeute, elle donne des formations. Donc, il y aura un petit point justement sur son actualité en deuxième partie d'émission. Donc, elle est passionnée et elle en est d'autant plus passionnante. Donc, vous allez voir, c'est vraiment un plaisir et un délice que d'écouter Céline nous parler de son univers. Donc, sans plus attendre et avec bonheur, je vous invite à accueillir Céline. Alors, est-ce qu'on s'entend, Céline? On s'entend très bien. Enfin, moi, je vous entends très bien en tout cas. Super. Je ne sais pas comment vous avez fait. Je me vois en tout petit parce que je suis sur mon téléphone, mais sinon, tout va bien. J'espère que vous me voyez en grand, vous. Oui, alors peut-être que vous pouvez vous mettre en mode paysage. Si c'est pas trop compliqué. Ah, voilà, génial. Là, c'est bien. Voilà. Bon, super. Bon, ça n'a pas été une mince affaire. Hein. J'ai cru que on avait joué, on avait tout essayé. Finalement, le coup du téléphone a marché, donc c'est chouette. Voilà. Bon, bonsoir Céline et merci beaucoup de votre participation à l'émission. Je suis vraiment ravi de vous accueillir et je suis ravi de parler des constellations familiales, des prénoms, de la place dans la fratrie. Je trouve ça absolument génial. J'appelle ça la psychologie de l'inconscient. Je trouve ça juste énorme, en fait, les choses qui se trament de façon inconsciente, comme si l'inconscient cherchait en quelque part à se dire et à véhiculer de l'information. C'est absolument génial. Alors, Céline, quel est votre parcours? J'aimerais bien savoir comment vous avez découvert les constellations familiales. Alors, moi, j'ai eu beaucoup de vie dans cette vie, dont je ne parlerai pas ce soir, mais j'ai fait beaucoup de métiers qui me servent d'ailleurs. Et j'ai toujours su que je serais thérapeute. Depuis l'âge de 4 ans à peu près, je disais à ma mère que de toute façon, c'est ce que je voulais faire. Et voilà, j'ai fait plein de choses jusqu'à ce que je me forme en PNL et que je devienne thérapeute. Et je m'ennuyais à mourir. Franchement, Jocelyn, c'était vraiment pas mon truc. Moi, je suis hyper active, donc assise toute la journée, c'était très, très compliqué pour moi. Ouais. Et donc, comme je le raconte souvent dans mes conférences, j'ai lu un livre de John Bradshaw qui s'appelle « S'affranchir de la honte ». Et donc, page 50, eh ben, il y a un tout petit paragraphe minuscule sur la constellation familiale. Et je me suis dit, ce truc, il me le faut, c'est ça qu'il me faut en fait. Je ne savais pas ce que c'était, mais vous savez, c'est des rencontres d'âmes. Je ne sais pas comment vous dire, même dans notre travail, parfois on a des rencontres d'âmes.
Ben, la constellation, pour moi, ça a été une rencontre d'âme. Voilà. Et à partir du moment où j'ai commencé à la pratiquer, ben, je n'ai plus jamais arrêté. Et ça fait 21 ans que je fais ça maintenant. Et donc, les constellations familiales, comment c'est né en fait? Qui est-ce qui a pensé ce système de la constellation? Alors en fait, c'est Bert Hellinger qui est à l'origine de la constellation familiale, sachant qu'il y a des antécédents, puisque Virginia Satir faisait du psychodrame. Voilà, il y a eu des tas de personnes qui ont essayé de la psychogénéalogie, qui ont fait des tas de choses autour de ça, mais c'est lui qui a mis tout dans un checker et puis qui a sorti cette méthode, sachant qu'il était missionnaire en Afrique et qu'il a vu comment les gens se soignaient. Comment on mettait dans l'espace une problématique et comment chacun représentait la problématique et puis tout d'un coup était possédé par la problématique de la personne et que la guérison passait par là. Et il s'est dit, je ne peux pas le garder pour moi, donc il s'est vraiment formé à tout ce qui existe. On retrouve de tout dans la constellation familiale, de la PNL, de la Gestalt, on retrouve du psychodrame, du cri primal, tout ce que Bert Hellinger a étudié et a appris depuis qu'il est rentré en France, eh bien, il l'a mis au service de cet outil. Quand vous parlez de guérison, vous faites référence à quoi? Est-ce que le fait de passer par des constellations familiales peut permettre d'avoir une influence sur des mots physiques, sachant que souvent les mots physiques ont une origine psycho-émotionnelle? Est-ce que vous avez observé, vous, des guérisons de cet ordre-là? Oui, oui. Surtout quand ce sont des mots psychosomatiques. Quand en fait c'est dû parce qu'on ne peut pas parler, parce qu'on est envahi par un secret, parce qu'on est loyaux à notre famille, à nos parents, voilà, parce qu'on veut porter à la place de ses parents, par exemple. Moi, j'ai vu, ça m'est déjà arrivé de voir quelqu'un qui vient en constellation, qui a un cancer, et sa mère avait déclenché un cancer quelques semaines avant. Et donc, elle a pris ce cancer sur elle en pensant qu'elle garderait sa mère en vie. Mais la difficulté de la constellation familiale, c'est que ça ne s'explique pas vraiment, ça se vit, c'est ça le problème. Et oui, je pense qu'il y a des rouages, des mécanismes qui s'activent, qui sont peut-être pas encore compris mentalement. Peut-être que la physique quantique, en fait, dans sa façon de parler d'intrication, peut donner des clés de compréhension, mais encore, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de théorie. Non, mais on voit bien que les humains sont unis les uns aux autres. En constellation familiale, c'est juste incroyable, on ne se connaît pas, et puis à la fin de la journée, c'est comme si on avait été amis depuis toujours. Et puis, il y a toute une théorie sur les champs morphologiques, là, je crois, de Sheldrake, où il explique très bien qu'en fait, on est tous unis par l'invisible et qu'on peut être à 10 000 km les uns des autres. De toute façon, quand il se passe quelque chose dans la famille, toute la famille le ressent comme un séisme. Et on est tous concernés, en fait. C'est comme la théorie du centième singe. Exactement. Il y en a un qui apprend et les autres commencent à savoir faire. Et donc, dans une constellation familiale, comment ça se... Alors déjà, est-ce qu'on dit... J'ai vu constellation familiale écrit au singulier et au pluriel. C'est quoi qui est juste? Et si c'est au pluriel, est-ce que... Ouais, c'est quoi la différence? On dit la constellation familiale ou les constellations familiales. C'est la même chose. Ok. Et donc, quand on fait une constellation familiale, déjà, est-ce que tout le monde peut accéder à une constellation familiale? Est-ce qu'il y a besoin d'avoir fait un travail au préalable, d'être passé voir un psychothérapeute ou je ne sais quoi? Non. Est-ce que tout le monde peut y accéder? Tout le monde, parce que la constellation familiale, ce n'est pas une thérapie, c'est un outil thérapeutique. Je n'arrête pas de dire, c'est un peu comme le MDR, c'est un outil thérapeutique. Je ne sais pas moi, on en a des tas. L'hypnose n'est pas une thérapie, c'est un outil thérapeutique. C'est-à-dire que la thérapie n'a rien à voir. La thérapie, ça se joue sur du temps. Il faut accepter de descendre tranquillement à l'intérieur de ses enfers intérieurs. Pour guérir ou passer à autre chose. La constellation familiale n'est pas une thérapie dans le sens où elle permet d'aller beaucoup plus vite et de bouger parce qu'on change de point de vue. Mais s'il y a un vrai traumatisme, je ne sais pas moi par exemple, en ce moment on parle beaucoup du 13 novembre, les traumatismes qui ont été faits, qui ont été vécus, subis pendant le 13 novembre, je pourrais les aborder d'une certaine manière avec la constellation familiale, mais je ne permettrai pas à la personne de sortir de son traumatisme. Ça passe par une thérapie. Donc, lorsque vous faites des constellations familiales, il y a plusieurs personnes qui interviennent et des personnes qui ne se connaissent pas.
Et lorsque vous les mettez dans l'espace, en fait, il y a cette espèce de magie qui intervient. C'est-à-dire que alors, dans une constellation familiale, il y a plusieurs profils en fait. Il peut y avoir des personnes qui viennent juste pour observer parce que c'est un petit peu leur premier pas, ils sont un peu curieux. Il y a ce que vous appelez les constellants et les constellés. Donc, il y a une personne qui peut venir avec une difficulté. Et dans ce groupe de personnes, il va y avoir dans les constellants, enfin ceux qui acceptent de participer à cette systémie, qui vont prendre position. Et c'est dans cet espace-là qu'il va y avoir une forme de correction qui opère. Alors, si je peux me permettre, je peux peut-être apporter une toute petite précision. Ah, mais c'est ce que je demande. Pour qu'on n'ait pas de confusion. Absolument. En fait, en tout cas pour ce qui me concerne, et puis parce que j'ai vu énormément de constellateurs à l'époque où je me suis formée, il y a deux catégories de personnes. Moi, personnellement, je n'accepte pas les personnes qui viennent juste voir. Ok. Parce que je trouve ça injuste pour les personnes qui travaillent. Donc pour moi, il y a ceux qui acceptent d'être représentants et ceux qui acceptent d'être constellés, mais c'est les mêmes, parce qu'à un moment donné, ils sont constellés, puis à un moment donné, ils sont représentants, parce que toute personne qui vient dans mes groupes va faire sa constellation. Il y a des constellateurs qui passent par le chapeau, qui tirent au sort, par exemple. Donc, vous ne savez pas si vous ferez votre constellation ou pas. Mais chez moi, non. Chez moi, j'ai un certain nombre d'inscrits et toutes les personnes inscrites vont passer. Ou alors, vous pouvez avoir des personnes qui viennent que représentants, mais ils ne vont pas rester assis. Parce que être représentant, c'est aussi travailler sur soi. Puisque toute la journée, il n'y a pas de hasard dans un groupe, toute la journée, peut être sollicité. Absolument. Donc, mais il n'y a pas de personnes qui viennent juste pour voir. Ça, c'est pas possible pour moi. Et alors, au sein de ce groupe, quel est votre rôle, vous? Vous choisissez peut-être les personnes ou pas, ou vous le faites au chapeau? Non. Mais comment, il est où votre rôle de maître de cérémonie? Comment vous vous y prenez pour faire toucher du doigt, pour qu'il y ait les prises de conscience ou pour que cette magie opère? Alors, je ne sais pas comment je m'y prends. C'est presque... Moi aussi, je fais partie du champ de l'invisible. Et mon rôle à moi, c'est d'être le chef d'orchestre, effectivement. C'est-à-dire que je suis le constellé, je suis le représentant et je suis le constellateur. Et j'ai les trois casquettes au moment où je rentre dans le cercle, parce que parfois, il y a des représentants qui ne sentent rien, qui n'ont pas l'habitude, qui ont peur. Parce que ressentir quelque chose pour quelqu'un qui n'est pas là, on peut se dire waouh, et si ça se trouve, c'est pas vrai. Vous voyez, il y a le mental parfois qui reprend le dessus. Et du coup, moi, je peux me mettre à la place de cette personne et je vois si elle est juste ou pas. Et puis, quand je suis dans le champ, tous ceux qui sont dans le champ ressentent quelque chose. Un constellateur ressent aussi quelque chose. Je fais partie de l'équation en tant que constellateur. Et mon rôle, c'est de faire circuler l'amour. Mon rôle, c'est de remettre de l'équilibre. Mon rôle, c'est d'harmoniser et que la personne sorte de cette constellation en se disant « Ah oui, j'avais pas vu ça comme ça. J'avais vraiment pas vu ça comme ça. Ça change mon point de vue. Et à partir du moment où je change de point de vue, puisque je fais partie d'un corps familial, tout le corps familial va se réharmoniser. » Ok, donc si une personne vient lors de cette constellation familiale et qu'il y a besoin de faire intervenir un représentant du paternel et de la maternelle, est-ce que la personne qui est venue avec sa difficulté prend parfois l'angle de vue du père et de la mère, ou est-ce qu'elle reste toujours à sa position, dans sa position? La personne qui constelle ou le représentant? Et la personne qui est venue avec sa difficulté? Elle va prendre les deux. Par exemple, imaginez, mes parents ont divorcé et mes parents se sont entretués. Et moi, je suis restée avec ma mère. Imaginons. Et ma mère, toute sa vie, c'est pas mon histoire, hein, toute sa vie, ma mère a tapé sur mon père. Oui, ton père ceci, ton père cela. Du coup, moi, je me suis retournée contre mon père et j'ai pris parti pour ma mère. Eh bien, nous, en constellation familiale, nous prenons toujours parti pour le bourreau. Je vais faire en sorte que la personne ne trahisse pas sa mère, mais se rende compte que, dans le fond, elle ne connaît pas son père. Et que peut-être que ça aurait été intéressant pour elle de commencer à s'intéresser à qui était cet homme et pourquoi ça s'est passé comme ça. Et ça change tout, parce que ça change le point de vue. Ouais. Super. Donc les constellations, pour vous, c'est un outil thérapeutique.
Oui. Et vous avez donc une lecture, avant de recevoir les personnes, vous travaillez donc avec peut-être, je sais pas, un questionnaire où vous regardez leur place dans la fratrie et tous ces prénoms. En fait, ça, c'est une grille de lecture. Et ensuite, vraiment, l'outil pour faire bouger les choses, on va dire, c'est vraiment la constellation. Parce que le fait de comprendre sa place dans la fratrie, le sens de son prénom et qu'il y a un secret de famille, tout ça, ça ne relève pas d'une information qui peut vraiment changer la donne dans notre quotidien. Si, ça va changer la donne dans notre quotidien. Mais effectivement, j'espère que tous ceux que je viens de former, qui viennent de terminer la formation, auront des questionnaires. Moi, ça fait 21 ans que je fais ça. À un moment donné, je voulais enlever les questionnaires. Je les ai laissés parce que je m'aperçois que les personnes qui viennent consteller, dans une grande majorité, ne connaissent rien à leur famille. Et donc, c'est une façon de les encourager à poser des questions. Voilà. Moi, je travaille beaucoup avec le thème natal aussi. Oui. Ma constellation familiale. Ça me permet de regarder les enjeux de l'Oedipe. Qu'est-ce qui s'est passé avec papa, maman. Et puis voilà. Mais le questionnaire en amont, oui, c'est une bonne façon de se préparer. Parce que lorsque la personne s'assoit à côté de moi pour l'interview, elle est ce que j'appelle en mini-maxi schizophrénique, c'est-à-dire qu'elle oublie souvent même pourquoi elle est là, elle a tellement peur. Elle sait plus ce qu'elle veut, elle sait plus quelles étaient ses attentes, elle sait pas pourquoi elle s'est inscrite, et donc du coup je suis obligée de poser des questions. Et souvent quand on a le questionnaire, c'est plus facile pour poser des questions parce qu'on se souvient qu'il y a eu des avortements, il y a eu des fausses couches, il y a eu voilà, il manque quelqu'un dans la fratrie, il y a eu des enfants morts, et donc comme on s'en souvient, on peut orienter les questions. C'est plus facile. Et donc prendre connaissance du fait qu'il y a eu des avortements, des enfants morts, enfin de cette histoire qui s'est dite, mais de façon parfois implicite, pas verbalement, dans la famille, vous arrivez à le percevoir comment? Justement à travers les prénoms et la place dans la fratrie, c'est ça? Alors il y a les prénoms déjà, qui sont une grande indication, et puis il y a le ressenti des personnes une fois qu'elles sont placées dans le cercle. On voit bien que si je rajoute quelqu'un, tout d'un coup, tout le monde se sent bien. Si je réenlève cette personne, tout le monde va se sentir mal. C'est donc bien qu'il manque quelqu'un. Ce qui est dingue, c'est qu'on ne connaît pas cette famille. Ça, c'est dingue. Oui, c'est absolument... Ouais, je vous ai perdu. Non, pas du tout. Non, je viens de prendre conscience de... Pas quelque chose lié à ma famille, hein, je précise, mais à ce côté magique, effectivement, l'énergie en fait qui est véhiculée au sein du groupe, et le fait qu'une information soit apportée ou soit retirée, on sent que ça puisse manquer ou que ce soit juste. Ouais, c'est assez hallucinant. Hein. Donc sur la place dans la fratrie, alors il y a quelque chose qui est absolument génial. Là, il y a vraiment toute une part de l'inconscient collectif, c'est-à-dire la façon dont les clans en fait se sont construits au fur et à mesure de l'histoire de l'humanité. Donc qu'est-ce que ça nous dit en fait cette place dans la fratrie? Le premier enfant, c'est quoi finalement son rôle inconscient, son ambition inconsciente, j'ai envie de dire. S'il est vraiment le premier, son rôle c'est de comprendre qu'on ne sait pas si on va en avoir un autre. Et donc tout l'intérêt que vont porter les parents sur cet enfant, c'est une charge terrible. Parce qu'il va être chargé de calmer les parents, le stress, etc., de perpétuer l'histoire, parce que comme on ne sait pas s'il va y en avoir un autre. L'aîné, c'est celui qui héritait dans notre inconscient collectif, donc on espère que ce sera un garçon, parce que si c'est une fille, on est un peu embêté, vous voyez, parce que la fille, elle n'est pas censée garder le nom, elle est censée sortir du clan. Donc le garçon, il est censé transmettre, alors que la fille, elle est censée sortir, partir, aller ailleurs, pour transmettre à travers son mari. Et donc, le premier, l'aîné, il est celui sur qui on va tout miser. Et en même temps, c'est celui qui va être le révélateur des parents. C'est-à-dire que souvent, l'aîné, c'est le plus terrible. C'est celui qui vous savez, je dis toujours, nous éduquons nos enfants, ils nous élèvent. L'aîné, c'est celui vraiment qui révèle le parent. C'est la première fois qu'il va être parent. C'est lui qui crée la famille, oui. C'est lui qui va transformer le couple parental en famille. Imaginez, déjà, c'est pas n'importe quel rôle. Et puis en même temps, il va obliger les parents, en quelque sorte, à devenir des parents. Voilà deux individus qui s'aimaient, qui se sont rencontrés, qui avaient envie de faire la fête, tout ça, c'était sympa comme truc. Et puis d'un coup, il y a un enfant qui arrive, et là, il y a une responsabilité.
Et cet enfant va être le révélateur de toute cette responsabilité, de tous les enjeux familiaux, en sachant qu'il y a un inconscient collectif de un enfant, c'est mortel. Et donc, il va être obligé aussi de montrer à ses parents qu'il est vivant. Et le seul avantage qu'a l'aîné, c'est ce que je dis toujours à mes élèves, le seul avantage qu'a l'aîné par rapport aux autres enfants, c'est que lui, il va avoir ses parents pour lui tout seul un certain temps. Un enjeu collectif de l'enfance est mortel? Pardon, je ne vous ai pas suivi là. Oui, oui. Vous savez, il n'y a pas si longtemps, il y avait une mortalité infantile très grande. Ah, oui, il n'y a oui, pas oui. si longtemps que les enfants restent en vie. Oui. Et donc, souvent, on perdait des enfants et c'était un secret dans la famille, on n'en parlait pas parce que les femmes avaient tellement de chagrin, on leur disait, mais t'inquiète pas, t'en auras un autre. Mais si c'est le premier qu'on perd, on ne sait pas si on en aura un autre. On ne sait pas si on arrivera, nous les femmes, à tomber de nouveau enceintes. Et donc, ça installe une forme de désespoir, de peur. Et quand arrive le deuxième et qu'on a perdu le premier, on ne le regarde pas. Il va se retrouver tout seul avec ses parents, mais on ne le regardera pas, on ne le verra pas parce qu'il a pris la place d'un enfant mort. D'accord. Et donc la place du deuxième, c'est quoi son rôle? Le premier, donc il a créé la famille et est chargé de beaucoup de responsabilités, donc visiblement. Et d'ailleurs, est-ce que dans son développement à l'âge adulte, est-ce que ça va avoir une influence dans sa relation à la famille? Est-ce que pour lui, pour un aîné, du coup, c'est important de créer une famille et peut-être de la maintenir en cohésion dans sa programmation? J'aurais presque envie de vous dire que c'est plus important pour le deuxième que pour le premier, mais ça dépend des caractères. À partir de ce moment-là, on rentre dans quelque chose. C'est-à-dire que l'aîné, ça se sent. Quand j'ai un aîné qui s'assoit à côté de moi, je le sens parce qu'il a une aisance naturelle. Est-ce que je suis un aîné, moi, par exemple? On dirait. On dirait que vous êtes l'aîné, ou le quatrième, comme vous voulez. Vous avez cette façon de trouver l'espace. Vous êtes le quatrième? Ouais, je suis le quatrième, ouais. Ben voilà. Donc, parce je reprends finalement la ligne. Ouais. Voilà, l'aîné et le quatrième, c'est le même. Voilà. Et en général, l'aîné et le quatrième ne s'entendent pas très bien. Parce que le quatrième, on l'appelle l'emmerdeur. Excusez-moi. Je vous en prie. Parce qu'en fait, il voudrait prendre la place de l'aîné, puisqu'il a le même rôle. Mais comme la place est déjà prise, il faut qu'il prouve qu'il est utile. Et oui, c'est ça. Donc, selon cette logique le premier, le deuxième, le troisième, qui ont déjà des rôles, des fonctions, des ambitions, des projections, le quatrième, le cinquième et le sixième, en fait, c'est comme si les places étaient déjà prises finalement. C'est ça. Alors, le cinquième et le sixième s'en moquent un peu, mais le quatrième, il n'aime pas. Il aimerait beaucoup occuper toute la place. Donc, comment il va faire pour occuper toute la place? J'ai vu des cas très intéressants. Mais il est sûr et certain qu'il aimerait bien pousser l'aîné pour pouvoir prendre sa place. Ok. Et donc, le deuxième, alors le premier après la famille, le deuxième? Le deuxième, c'est la mémoire. Il s'occupe de la mémoire familiale. Et donc, lui, c'est lui souvent qui est chargé de l'arbre généalogique, qui se souvient de l'enfance, qui raconte des histoires. Il attend patiemment que l'aîné meure. C'était comme ça avant. L'aîné héritait du titre et puis le deuxième, il prenait les miettes. Donc, souvent, l'aîné s'occupe de l'arbre généalogique, de la mémoire. Voilà, c'est sa place. Et le troisième s'occupe de l'émotionnel, de la famille. Les colères, les frustrations, les non-dits, les choses qui n'ont pas été révélées. En général, c'est le troisième qui s'en occupe. Wow. Mais si ces trois-là ne remplissent pas leur rôle, c'est qu'il en manque un. Ok. Ça sonne super juste. Quand je regarde ma famille, ça sonne vraiment très très juste. C'est vraiment rigolo les différences ou les points communs qu'il y a entre l'aîné dans ma famille et mon père qui était le 7e enfant d'une famille. Vous savez, sur un 4-7 là, je suis absolument subjugué de la justesse. Mais est-ce que dans votre famille, l'aîné c'est une fille? Non, l'aîné c'est un garçon. Donc vous êtes vraiment en compétition. Si c'était une fille, ça se discuterait un peu. Ouais. Mais si c'est un garçon, vous êtes en compétition. Bien. Pardon. je voulais pas, je suis désolée. Non, mais c'est bien. Écoutez, finalement, c'est la vie, c'est l'inconscient qui s'exprime. Complètement, c'est la vie. Donc, il n'y a pas de souci, je ne suis pas le seul quatrième. Alors, justement, je vous invite à faire part un petit peu de vos expériences, enfin, pas de vos expériences spécialement, mais de comment ça vous parle, en fait, les choses que Céline
a mis en lumière là dans la place dans la fratrie. Et si jamais vous avez déjà essayé des constellations familiales, enfin pas essayé, mais si vous êtes déjà passé par une ou plusieurs constellations familiales, expérimenté des constellations, eh bien ça peut être intéressant, je pense pour tout le monde, de nous en faire part. Alors je reviens un petit peu sur les constellations familiales parce que c'est une question qui revient hyper souvent quand on va voir un thérapeute ou quand on s'engage dans une voie comme ça où on se dit bon j'en ai marre de ce dossier-là, j'ai envie vraiment de passer à autre chose, de m'en libérer. La question qui vient tout le temps, c'est combien de temps ça va prendre. Donc en constellation, vous savez, de vos observations, suite à vos nombreuses années d'expérience, parce que ça fait un petit moment que vous pratiquez ça, une bonne quinzaine d'années ou peut-être 21 ans. 21 ans, ouais. Donc, est-ce que de façon générale, même si on ne peut pas forcément calquer ça sur les cas de tout le monde, mais combien en moyenne il y a besoin de consteller pour vraiment faire bouger une problématique vraiment impactante dans la vie d'une personne? Alors, pour avoir été représentante chez mes collègues, nous travaillons tous d'une manière différente. Ça dépend du courant et puis ça dépend de la personnalité du constellateur. Ah ouais. Vous pouvez faire une seule constellation qui va durer 4 heures, où tout le monde va être mort, parce qu'il aurait été debout pendant 4 heures et puis que voilà, ça ne bouge pas beaucoup, etc. Moi, je n'ai pas aimé. Comme vous voyez, moi, je suis un peu comme vous. Je suis un peu une hyperactive. Moi, je suis une aînée aussi, vous voyez. Donc, j'occupe un peu l'espace. Et puis, je déteste quand c'est répétitif. Vous voyez, ça fait 21 ans que je fais ça. Je n'ai jamais fait une seule fois la même constellation familiale. C'est juste dingue. Et donc, j'ai besoin que ça bouge. J'ai besoin qu'il y ait du mouvement, qu'il y ait des interactions, que tout d'un coup, il y ait de l'émotionnel qui soit là, puis du physique, puis voilà, que tous les corps soient réunis, aussi bien à travers les représentants qu'à travers le constellé. Donc moi, je constelle petit bout par petit bout. C'est-à-dire que je constelle le père, puis vous revenez, je constelle la mère, puis vous revenez, je constelle la fratrie, s'il y a besoin, bien sûr. Hein. Oui. Et on peut être amené à consteller 2 fois, 3 fois, 4 fois son père parce qu'on ne veut pas accepter ce que la constellatrice propose, par exemple. Hein. Voilà, on est coincé dans quelque chose, on ne veut pas, on ne veut pas, on ne veut pas. Ben, parfois, ça vaut la peine de revenir pour le même sujet. Parce que c'est comme un oignon, vous voyez, on épluche, Oui. voilà, on pleure, et puis on enlève encore, et puis on pleure, voilà. Bon. Et donc, l'avantage de la constellation familiale, c'est que je ne peux pas vous dire combien vous en avez besoin. Je peux vous dire, vous avez 15 constellations devant vous, mais vous n'êtes pas obligé de les faire. Parce que c'est vous qui décidez, vous êtes maître à bord. Vous revenez pas, vous en faites une autre, vous n'en faites pas une autre. Ce qui est sûr, c'est que celle que vous aurez fait va vous changer la vie. Chouette, merci pour la réponse, Céline. Vu qu'on est encore sur les constellations familiales, est-ce que vous pourriez me donner un exemple d'un changement suite à une ou plusieurs constellations familiales, mais une personne qui serait venue vous voir avec un dossier un petit peu chargé et elle est passée entre vos mains, en l'occurrence, et puis elle a vécu comme une forme de libération, de renaissance, elle s'est sentie vraiment dégagée d'une charge, quoi. Ce qui me paraît le plus spectaculaire, entre guillemets, qui amène un changement radical chez la personne, c'est quand la personne a perdu un parent très jeune. Et que elle peut être en colère contre ce parent qui est mort, elle peut être en désespoir par rapport à ce parent qui est mort, ou elle a décidé de ne plus jamais y penser. Et en constellation familiale, on peut mettre la personne dans les bras du parent qui est mort et de lui dire, ben voilà, tu m'as donné la vie, c'est beaucoup et c'est assez. Et pour le reste, je m'en occupe. Tu seras toujours mon père et je serai toujours ta fille, que tu sois présent ou absent. Et à partir de ce moment-là, la personne reprend son pouvoir personnel. Parce que tout d'un coup, elle réalise qu'il soit vivant ou qu'il soit mort, elle est quand même la fille ou elle est quand même le fils de cette personne. Et que cette personne vit à travers elle. Et que quoi qu'il advienne, je suis moitié mon père, moitié ma mère. Quoi que mes parents aient fait, ils ne sont pas ce qu'ils font. C'est majeur de comprendre que nous faisons des erreurs. Nous sommes des humains.
Mais ce que nous sommes, nous relevons du divin. Ce n'est pas possible de juger ses parents sur ce qu'ils sont. C'est possible de les juger sur ce qu'ils ont fait. Un père qui a violé son enfant n'est pas un violeur, il a violé son enfant. En français, on n'a pas de mot pour différencier. Mais si je peux prendre la partie de mon père qui n'a pas violé et que je reste sa fille, ben ça n'a pas du tout la même dimension à l'intérieur de moi. C'est complètement différent. J'accepte la vie que mes parents m'ont donnée en comprenant que ce sont mes parents, j'en ai pas d'autres. Et que quelle que soit la colère que j'ai contre eux, ben, j'ai besoin de me réconcilier avec toutes ces parties. C'est fondamental parce que sinon, je ne suis pas libre. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Je pense que ça ne va pas forcément être évident d'un premier abord de franchir ce pas-là, mais je pense que c'est vraiment très libérateur. Il y a beaucoup de sagesse en fait qui se dégage dans le fait d'accepter de voir que effectivement le père n'était pas qu'un bourreau et qu'il y avait aussi d'autres parties de lui en fait qui pouvaient s'exprimer à d'autres moments et que effectivement on n'est pas parfait et que aussi en quelque part on a choisi notre famille. Est-ce que vous pensez ça? Oui, je pense. C'est quoi votre regard justement sur est-ce que l'âme c'est quelque chose qui vous parle? Vous faites de l'astrologie en même temps, donc bon. Voilà, je fais de l'astrologie de l'âme. Alors, je pense qu'effectivement, c'est très important de comprendre que j'ai choisi mes parents parce que, voilà, je suis de passage sur cette terre. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, on ne sait jamais. Là, je suis en train de vous parler, mais je peux mourir à la seconde suivante. On ne sait pas le temps qui nous est imparti, n'est-ce pas? Et donc, l'âme vient sur cette terre. On est sur plusieurs plans en même temps, de toute manière, et voilà, on vient expérimenter un certain nombre d'événements et puis on repart plus riche que quand on est arrivé. Et c'est pour ça qu'il faut prendre soin de nos expériences. Absolument. Alors, j'ai vu passer une remarque qui était intéressante tout à l'heure sur la fratrie. Il faut que je la retrouve. C'est une question que j'avais notée, mais je vais peut-être la lire directement. Moi, je vous fais confiance parce que je ne les vois pas, les questions. Et oui, sur le téléphone, oui, c'est peut-être pas forcément la meilleure configuration. Alors, attendez, je vais retrouver. Alors d'ailleurs, si vous avez des questions, je vous invite à mettre 3 points d'interrogation au début de la question. Ça me permet de les repérer dans tous les messages du chat. Alors, bon, je la retrouve pas, mais c'était, vous savez, on parlait de fratrie tout à l'heure, mais on parlait du père et de la mère qui étaient tous les deux, on va dire les parents des enfants. Mais lorsque il y a eu scission du couple, remariage, comment oui, c'est souvent la question ça se passe? Ouais. Et c'est vrai que de toute façon, on va être de plus en plus confronté à des familles recomposées. Donc, voilà. Moi, je dis souvent que mes parents, les miens ont divorcé et que j'étais la seule du collège à avoir des parents divorcés. Donc, j'étais un peu regardée comme quelqu'un de bizarre. Aujourd'hui, c'est ceux qui n'ont pas de parents divorcés qui sont regardés comme des enfants bizarres. C'est vrai. Donc, la famille recomposée, on va partir du couple le fondamental de la constellation familiale, c'est de comprendre que le premier est toujours le plus important. Voilà. Le premier enfant, oui. Le premier enfant, mais pas seulement le premier enfant, le premier amour, le premier dans la fratrie, l'homme dans le couple, le premier est toujours le plus important. Ça permet de mettre de l'ordre et de comprendre comment ça se passe. Et que quand cet ordre-là n'est pas respecté, ça crée un réel désordre dans la famille, avec beaucoup de souffrance. Donc, quand le couple, je ne sais pas moi, on va dire Marie et Joseph, étaient ensemble, qu'ils ont mis ensemble Jésus au monde, d'accord, ils sont passés du couple à la famille à travers Jésus. Mais s'ils se séparent et que, par exemple, Joseph se remarie, il va avoir de nouveau des enfants avec une nouvelle femme, mais le plus important pour lui sera quand même Jésus. Et si madame se remarie et qu'elle a des enfants, le plus important pour elle, c'est Jésus. Parce que c'est le premier. Okay. Comme on dit en constellation, le premier a la première place dans mon cœur. Ce n'est pas une question d'amour, c'est une question de hiérarchie. Il est arrivé le premier, il a la première place. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc, plus j'ai de couple, plus c'est dilué, hein, mais c'est toujours le premier qui compte.
Ok. Alors le premier enfant. Donc c'est pareil, si avant le premier enfant, il y a eu avortement ou fausse couche, du coup, il se retrouve plus le premier enfant. Non, il se retrouve deuxième, mais il se retrouve premier des vivants. Mais la fausse couche, on ne la compte pas. Hein. La fausse couche, vous la comptez pas? Non. Ok. Donc il se retrouve le premier des vivants, mais il n'est pas quand même le premier enfant à être passé par l'utérus de la mère, on va dire. Donc dans sa construction, dans son ambition inconsciente, on va dire, il se retrouve comme l'héritier Oui, il se ou dans la retrouve. place du deuxième, Ben, ou un mélange des deux. Si les parents faisaient bien le travail et que ce n'était pas un secret, et qu'on laissait la place à cette fausse couche, puisque la mère a eu un projet sens sur cet enfant et c'était vraiment une douleur terrible de le perdre, d'accord. Si la mère faisait le travail vis-à-vis de ses enfants vivants en disant, ben voilà, j'ai eu un premier enfant avant vous et d'ailleurs j'ai eu beaucoup de chagrin et je m'en suis jamais remise, le deuxième pourrait prendre sa place de deuxième. Ouais. Mais très souvent, ça ne se dit pas. Très souvent, c'est tellement douloureux que la mère n'en parle pas. Le père encore moins, il l'a déjà oublié. Et donc, l'enfant se retrouve dans une place d'aîné alors qu'il sent bien qu'il n'est pas l'aîné. Dans son énergie à lui, il n'a pas envie d'être là. Il n'a pas envie de porter la famille à bout de bras, il n'a pas envie de se taper le stress de la mère, il n'a pas envie. Parce que si l'aîné était vivant, il l'aurait protégé. Les grands prennent soin des petits. Donc, le deuxième est un petit par rapport à l'aîné. Ben là, il se retrouve à être celui qui protège ceux qui viennent après. Il n'a pas tellement envie, en fait. Hein. Ça se voit. Ok. Donc là, on est dans ce que vous appelez des secrets de famille, en fait. C'est quelque chose qui a été vécu et qui n'a pas été dit à tous les membres de la famille, notamment à cet enfant, qu'il est le deuxième. Et en fait, c'est le premier enfant vraiment physique, quoi, qui est né, quoi, vivant, on va dire. C'est ça. Mais je vous rappelle que cet enfant qui vient après un enfant mort ou une fausse couche n'est pas vu par la mère. Et donc, ça pose un problème. On parle beaucoup de l'attachement. Hein, c'est Boris Cyrulnik qui parle de ça beaucoup. Et eh bien, il ne peut pas y en avoir avec la mère, parce que la mère, elle ne regarde pas l'enfant qui est là, elle regarde l'enfant qui va potentiellement mourir, ou l'enfant qui prend la place du premier, qui est du premier. Et je vous ai dit, le premier, c'est le plus important. Ok. Donc, et là, ça peut nous permettre de basculer un peu sur les prénoms, parce que du coup, dans le choix du prénom de ce deuxième, et comme il n'y a pas de hasard, il va y avoir quelque chose qui va se dire dans le prénom. Bien sûr, je sais pas, il y a eu toute une mode des Gisèle, il y a eu une mode des Sylvain, des Sylvie, je sais pas moi, Gilles, Gilbert, tout ce qui nous amène à il gît. Et Sylvie, c'est si elle vit. Donc il y a bien quand même un problème avec la natalité. Nathalie, par exemple, c'est toute une difficulté familiale des femmes à mettre des enfants au monde. Et je suis à peu près sûre que le premier n'est pas resté. Ok. Alors, vous venez de citer un prénom qui me parle, du coup, ça me ramène dans mon histoire et dans mon arbre généalogique. Ok, c'est juste énorme. Alors oui, j'avais noté quelques noms. Bon, c'est vrai que c'est difficile d'aborder des points que vous n'ayez pas abordés dans vos vidéos parce que vous avez été très complète. Vous avez fait des conférences sur l'importance du prénom dans la famille, la place dans la fratrie, constellation familiale. Mais vous savez, j'ai beaucoup évolué parce que j'avais commencé à écrire. J'avais commencé à écrire mon livre. Et puis, à cause ou grâce aux divers confinements dont on a été victime, j'ai commencé à faire des capsules sur Facebook avec les prénoms, sur le conseil de la personne qui s'occupe de mon Facebook. Et donc, je faisais des capsules de 20 minutes et puis je parlais du prénom. Et puis, je me suis rendu compte pourquoi je n'arrivais pas à écrire mon livre, parce que en fait, je ne veux pas faire un dictionnaire des prénoms, ça ne m'intéresse pas. Si je vous dis, vous vous appelez Jocelyn, et je vais vous dire exactement ce que veut dire Jocelyn, selon mon concept, ça ne vous rendra pas service, parce que je vais l'enlever du contexte de votre famille.
Et si je l'enlève du contexte de votre famille, achetez tous les dictionnaires de prénoms qui existent. Vous allez voir, vous allez avoir, mais il y en a qui sont hyper complets. Vous prenez celui de Gérard Attias, il va vous donner la journée de la fête de votre prénom, la couleur de votre prénom, enfin, voilà, Di Castillo, c'est pareil. Donc, vous avez des tas de gens qui se sont penchés sur l'étymologie des prénoms, etc. Moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est, vous êtes le 4e et vous vous appelez Jocelyn. Et là, on va pouvoir commencer à parler, et je ne le ferai pas ce soir, mais si un jour ça vous intéresse, appelez-moi, je me ferai un plaisir de vous le dire. Parce que vous le méritez bien. Comment ça se passe quand on a 4 enfants, 5 enfants, et que tout d'un coup, on les appelle de cette manière? On a une attente. Le prénom nous indique la mission que nous avons dans notre famille, avec parfois une double contrainte. Vous voyez, par exemple, Céline, c'est tenir secret en espérant qu'elle ne le fera pas. On lui dit bien de fermer sa bouche, ça vient de Célaré. On lui dit de fermer sa bouche, mais on espère vraiment qu'elle va révéler les secrets de famille, vous voyez. Voilà. Ben, vous avez des prénoms à double contrainte. Vous avez des prénoms qui sont très simples. Marie, marie-toi. Hein, et puis, donc, on sait que dans la famille, il va y avoir un vrai souci autour du mariage. Ou quelqu'un s'est marié de force, ou quelqu'un était enceinte avant le mariage. Ou, voilà. En plus, Marie, elle s'est mariée vierge. Hein. Donc, vous voyez, il y a tout un poids sur ce prénom qui est au demeurant très mignon. Des maris, il y en a plein. Moi, j'en constate tout le temps. Donc, le prénom, moi, ce qui m'intéresse, ça va être le contexte de la famille. Si je retire le prénom du contexte, c'est comme si je faisais de la voyance, vous voyez, ça ne m'intéresse pas. Et donc, c'est ça qui a évolué chez moi. C'est qu'avec les capsules que j'ai faites sur Facebook pendant les mois de confinement, tout d'un coup, je me suis dit, mais oui, mais… Parce qu'au début, j'expliquais le prénom. Parce que c'était tellement évident pour moi. J'essayais de partager ça. Mais en fait, je me suis aperçue qu'un jour, il y a une de mes clientes qui m'a écrit, je ne la connaissais pas, hein, elle m'a écrit, suite aux capsules, elle m'a dit, oui, je m'appelle Catherine, je sais que ça veut dire catin. Mais vous vous rendez compte, c'est énorme. C'est-à-dire qu'elle a enlevé le prénom Catherine Catin du contexte familial qui était probablement qu'une grand-mère avait la cuisse légère ou elle a trompé son mari ou elle a eu plusieurs maris dans sa vie et elle a été rejetée par son clan. Vous voyez, c'est ça que Catherine indique. Mais c'est pas Catherine Catin. Vous voyez, ça n'a aucun sens. Pourtant, c'est bien ce qui se dit. Si vous prenez le livre de Gérard Attias, il le dit. Catherine, ça veut dire Catin. Et vous observez, comment dire, ces passations de mémoire de génération en génération, sur combien de générations? Alors moi, je prends, alors ça dépend. Si je fais un génogramme, je prends 4 générations. En constellation familiale, on dit que les grands-parents agissent, les parents subissent et les petits-enfants payent. Donc, je prends souvent sur 3 générations, mais une fois, j'ai constellé une schizophrénie et j'ai fait rentrer 11 générations pour trouver l'origine. Waouh. Ouais. Ça devait être passionnant, ça. Ah, c'était quelque chose, oui. Et d'ailleurs, suite à ça, la maman qui venait consteller m'a téléphoné pour me dire que son fils avait recommencé à prendre ses médicaments. Alors qu'il avait arrêté et qu'il ne voulait plus entendre parler. Super, super, super. J'ai jamais fait de constellation familiale. Je pense que c'est imminent, oui. Alors, on fera un point sur votre actualité un petit peu après. Là, il y a des questions qui arrivent. Je sens que la curiosité et l'engouement est à son maximum, mais on fera un point sur vos formations, les constellations familiales que vous proposez, parce que vous êtes une personne très active et je crois que vous en faites dans plein de coins de France, non? Je travaille à Mulhouse. J'ai commencé un cycle là, de formation en constellation familiale qui peut éventuellement encore être rejoint parce que le premier module, je l'ai enregistré. Et je commence un nouveau cycle à Nantes au mois de novembre. Bien, donc ouais, on fera ce petit point un petit peu après. Alors, les questions… Alors, ne vous sentez pas obligé d'accepter de répondre à toutes les questions si Je sais que moi, naturellement, vous le feriez, mais je vous l'autorise. Moi, je suis très honorée qu'il y ait des personnes qui soient là ce soir. C'est dommage que je ne les vois pas, mais voilà, moi, c'est toujours un honneur pour moi. Moi, je considère que j'ai de la chance
et que d'être là et d'avoir mis tout ça au monde est une grâce. Et donc, chaque personne qui me pose une question, pour moi, c'est un cadeau. Alors, donc on est parti pour la première question. Bon, je mentionne juste celle-ci, qui est celle que j'ai posée tout à l'heure finalement. Donc on a répondu, hein, c'est 4 générations en génogramme. Oui. Et vous avez fait déjà une constellation qui vous a amené à trouver l'origine, qui est remontée à la 11e génération. Oui. Mais ça m'arrive de faire plus, hein, de l'arrière-grand-père, arrière-arrière-grand-mère. Je peux faire une lignée de femmes, de regarder où a commencé le problème, parce que c'est la culpabilité qui descend en général en constellation familiale, Ouais. la culpabilité, pour refaire circuler l'amour. Donc des fois, il peut y avoir une femme, je ne sais pas, en 1900, qui a été violée, par exemple, et toutes les femmes qui sont venues après se sont vécues comme des femmes violées et ont fermé leur cœur. Alors, cette question. Marie-Hélène, donc bonsoir, je m'appelle Marie-Hélène Bloin et suis du Québec. Je suis la 3e de la famille. Ma question est, s'il y a eu un avortement en 4e place, est-ce que ça change pour toute la famille? Elle est la 3e, elle me demande pour la 4e, c'est ça? Ouais, ouais. Bon, déjà, il en manque un parce qu'elle s'appelle Marie-Hélène. Donc, elle a déjà 2 prénoms. Donc, à qui appartenait le premier? Alors, c'est vrai que pour le Québec, c'est un peu spécial puisque au Québec, tout le monde s'appelle Marie et les hommes s'appellent Joseph. Et donc, souvent, ils utilisent leur 2e prénom. Est-ce que ça change quelque chose que le 4e soit mort? C'est ça sa question? Ouais, s'il y a eu un avortement en 4e place, est-ce que ça change pour toute la famille? Non, je ne tiens pas compte des avortements. Je serais très heureuse de vous expliquer pourquoi, mais pas là. Ok. Alors justement, pour les prénoms, là, on vient de prendre une question du Québec. Du coup, ça me fait penser à quel est le sens d'un prénom qu'on donne à un enfant qui est né en France, donc on va dire français, d'un prénom américain ou alors qui ne soit pas français. C'est quoi qui se cache derrière Alors, c'est forcément une loyauté. Hein. Vous savez que, par exemple, pour tout ce qui concerne les Américains, la France est redevable. Hein. Donc, nous avons une loyauté vis-à-vis des Anglo-Saxons. Mais par ailleurs, je pourrais chercher, par exemple, la grand-mère ou l'arrière-grand-mère qui aurait été amoureuse d'un Américain qui n'a pas pu l'épouser parce qu'il était marié, qu'il est retourné dans son pays. Ou un grand-père, pareil, qui a été amoureux, je ne sais pas, d'un Américain, ça pourrait être un homme, mais qui aurait pu être amoureux, je ne sais pas, par exemple, qui a fait la guerre d'Indochine et qui s'est retrouvé amoureux d'une Vietnamienne et qu'il lui a même fait un enfant et puis il est revenu en France et on n'en a plus jamais parlé. C'est toujours intéressant les prénoms étrangers, vous savez, c'est jamais anodin, jamais. Donc vous avez cette lecture-là, vous avez cette suspicion, cette intuition, vous vous dites que c'est possible que ce soit ça, et en fait, c'est quelque chose qui va se révéler au cours de la constellation, c'est ça, oui. Qui peut se révéler? Tant que c'est oui, tant que je vérifie et que c'est ça, je ne dirai jamais le contraire. Si un jour, par exemple, je vais vous donner un exemple qui n'a rien à voir avec le prénom pour le coup, mais quand même. J'avais une cliente en constellation familiale qui est venue me voir et qui a eu un accident de voiture. Et suite à cet accident de voiture, elle est rentrée dans une moto et le type qui était sur la moto est mort. Donc, elle s'est vécue ensuite avec un complexe du survivant et elle s'est empêchée de vivre. Jusqu'à ce que je la constelle, elle, pour moi, toute personne qui tuait quelqu'un en voiture était un meurtrier. Mais quand j'ai fait sa constellation, je me suis aperçue que c'était vraiment un accident et que la personne qui lui était rentrée dedans avait un contrat d'âme avec elle parce que c'était la fin de sa vie. Et qu'elle devait transcender ça et en faire quelque chose d'autre. Plutôt que de vivre dans la culpabilité, de comprendre que la vie a un prix. Ce n'est pas un dû de vivre. Et donc, après la constellation, elle s'est complètement éclatée. Elle est partie vivre à l'étranger, elle a fait quelque chose de totalement différent, elle a créé un lieu pour les thérapeutes. Elle s'éclate. Mais quand je l'ai vue pour la première fois, elle était zombie. Ouais, vous voyez, tant que c'est vrai, c'est énorme. Ouais. Tant que c'est vrai, c'est vrai. Si un jour en constellation familiale, je vois le contraire de ce que j'ai prôné jusqu'à maintenant, eh ben le contraire deviendra la réalité. Bien, merci. Alors, bon, je ne sais pas si je fais pas doublon. J'ai du mal à vous écouter et à lire les questions et je préfère vous écouter.
Alors, Merci. elle ne s'affiche pas. Bon, je vais la lire. Alors, est-ce la même quand l'aîné est vivant? Alors, attendez. Est-ce la même quand l'aîné est vivant, mais que les parents donnent les responsabilités au deuxième? Alors là, il y a un mammouth sous gravier, là. C'est qu'il y a un problème. Alors déjà, il faudrait savoir si l'aîné, c'est un garçon, et la deuxième, c'est une fille, ou vice-versa. Parce que si l'aîné est une fille et le deuxième un garçon, alors oui, on va donner les responsabilités au deuxième. Ouais. Je vous invite à aller écouter mes vidéos Oui. sur YouTube, parce que j'explique ça très très bien. Alors, comment elle s'appelle la personne qui m'a écrit? la personne qui a écrit cette question s'appelle Neza. D'accord, donc ça ne doit pas être son vrai prénom. Ce sont des pseudos. Non, non, ce sont Oui, des pseudos. c'est ça. Donc, je retire. Alors, j'essaie juste de ne pas prendre des questions qui correspondraient à ce que vous avez déjà abordé. Mais comme j'arrive pas à lire et vous écouter, allez, je me lance pour celle-ci. Magdalena. Le prénom est joli. Magdalena da Costa Almeida. Wow. Alors, si une femme a un garçon avec un homme et divorce, elle se met en couple avec un homme qui lui a 2 filles d'un premier couple. Ils font un enfant ensemble. Quel rôle aura-t-il et comment va-t-il se construire? Bon, Magdalena, j'espère que vous êtes en train d'enregistrer parce que ça va être très complexe ce que je vais vous dire. Déjà, la question en elle-même est complexe. Hein. Et comme j'ai pas de tableau, non, la question pour moi elle est très simple. Et comme j'ai pas de tableau, je peux pas vous montrer. Je vous ai dit que le premier enfant est toujours le plus important. Donc le premier enfant est le plus important. Mais j'ai oublié de vous parler du rôle de beau-père et de belle-mère. Donc, imaginons que tous ces enfants, les deux de la femme, le garçon de l'homme et l'enfant qu'ils ont en commun, vivent tous en même temps. Dans l'idéal, et ça c'est très très compliqué, dans l'idéal, il faudrait que monsieur ne s'occupe jamais des enfants de madame, que madame ne s'occupe jamais des enfants de monsieur, et qu'ils n'aient qu'autorité parentale tous les deux sur l'enfant qu'ils ont fait ensemble. Parce que, bien sûr qu'ils ont un parent en commun, mais ils ne sont pas frères et sœurs en vérité. C'est pour ça qu'on dit demi-sœur et demi-frère, ça n'a pas de sens. Mais franchement, c'est compliqué à mettre en place, mais voilà. Monsieur ne peut pas s'occuper des enfants de madame et madame ne peut pas s'occuper des enfants de monsieur. Ok. Merci Céline pour la réponse. Alors Neza de la question précédente précise qu'elle s'appelle vraiment Neza, c'est d'origine marocaine. D'accord. C'est un joli prénom aussi hein, d'ailleurs. C'est un joli prénom, mais elle porte toute la difficulté du Maroc et de la France. Ouais. Alors la question par quel biais écrire à Céline, eh bien on l'abordera en fin d'émission. Alors je vous avais demandé de mettre 3 points d'interrogation en début de vos questions pour que je les repère facilement. Alors Solaya. Coucou Ingrid. Que penser d'un prénom à connotation étrangère, exemple consonance germanique, alors qu'il n'y a pas d'origine avérée dans la famille? Eh bien, on en revient exactement à ce que j'ai dit tout à l'heure. Soit il y a eu un premier amour allemand qui n'a pas pu s'épouser parce que c'était interdit, parce qu'on n'épousait pas un schleu, ou bien il y a une dette, ou bien, oui, il y a une dette parce qu'on a dénoncé quelqu'un pendant la guerre. Mais en tout cas, c'est une dette. C'est un règlement de dette. Il n'y a aucune raison que je choisisse un prénom allemand. Sauf si je suis en dette. Et ce n'est pas forcément moi qui suis en dette, je porte la dette pour mes grands-parents. Moi, j'ai vu une famille entière, tout le monde s'appelle par des prénoms juifs. Au fin fond de la Normandie, j'aime autant vous dire qu'ils ne sont pas juifs. Mais il y a bien eu, le grand-père a bien dénoncé des juifs pendant la guerre pour voler leur maison. Et donc, pour payer ça, pour réparer la dette, eh ben, les descendants donnaient des prénoms juifs, jusqu'à ce qu'on mette à jour pourquoi ils donnaient des prénoms juifs. Et ils ont tous essayé hein, de donner des prénoms autres, mais ça n'a pas été possible.
Super, merci Céline pour votre réponse et merci Solaya pour la question. Alors, voici une question que je trouve très intéressante. Je me retrouve très bien dans la place du troisième, mais j'ai fait une constellation récemment dans laquelle il apparaissait un aîné mort et que je serais la quatrième. Du coup, je m'interroge sur ma place. Ben, forcément, elle a le rôle du troisième. Mais il doit y avoir à l'intérieur d'elle une velléité de prendre la place du premier. Parce qu'elle est la quatrième. Elle se sent comme une troisième parce que c'est le rôle qu'on lui a donné, donc elle l'a adopté depuis qu'elle est toute petite. Mais en vérité, si elle commençait à prendre la place de la quatrième, elle serait peut-être mieux dans sa vie. Merci Céline pour la réponse. Et merci pour la question. Alors, une question d'Emmanuel. Que pensez-vous des couples qui ont le même prénom? Par exemple, Emmanuel. L'homme et la femme ont le même prénom? Ouais, c'est ça. Je ne sais pas si je vais répondre à cette question parce que j'ai pas le contrôle de la réponse. Ouais. Je vous invite, Emmanuel, à m'écrire. Je vous répondrai. Ok. Alors bon, après, je vous invite à formuler de vraies questions, parce que là, je vois des bouts de phrases et bon, ça me donne pas franchement envie de les lire. Et puis, ce n'est pas une question, donc je formuler une question et je la poserai. Bon, ça c'est pareil, c'est complètement hors sujet. Voilà. Alors, notre fils s'appelle Nathan. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, je ne sais pas si vous faites. Alors déjà, Nathan, je ne vais pas vous dire ce que ça veut dire, on s'en moque. Comme je l'ai dit, je ne suis pas un dictionnaire de prénoms. Par contre, c'est un prénom juif et c'est un diminutif. Et quand on a un diminutif dans la famille, on sait que c'est pour cacher un secret. Parce que tous les dudu, nunu, loulou, lulu, etc., pendant ce temps-là, on ne touche pas au prénom. Or, le prénom, c'est mon identité. C'est comme ça que j'ai été nommée par mes parents pour affronter la vie, puisque c'est ma mission sur Terre. Donc, quand je m'appelle Nathan, j'ai une mission, certes, mais ça va rester très, très flou, parce que ce n'est pas un vrai prénom. C'est comme Lilou, ce n'est pas un vrai prénom. C'est comme Lola, ce n'est pas un vrai prénom. C'est comme Théo, ce n'est pas un vrai prénom. Théo, c'est Théodore. Tous ces prénoms qui ont été tronqués m'interrogent sur le secret de famille. Et c'est mammouth sous gravier, ce n'est pas des petits secrets. Il y a des familles où tout le monde s'appelle que par des surnoms. Et ces surnoms-là sont emmenés à l'extérieur. Et dans le travail, on continue de m'appeler par mon surnom, etc. Ça ne va pas du tout. Parce que de dire, je ne sais pas moi, Lulu, je t'aime, au lieu de dire Lucien, je t'aime, c'est quand même pas, on ne s'adresse pas à la même personne. Ouais. Il y a quelque chose énergétiquement qui manque. Oui, c'est clair, ouais. Eh bien, s'appeler Nathan, c'est un prénom, certes, mais c'est un bout de prénom. Le vrai prénom, c'est Jonathan. Et c'est juif. Ou peut-être Nathanaël. Non, Nathan, c'est pas Nathanaël. En Israël, oui, mais en vérité, non. Nathanaël, c'est déjà un diminutif. Ok. Donc, merci pour la réponse, Céline. Avec plaisir. Morgane, c'est un très joli prénom. Moi, j'aime beaucoup ce prénom. Je voudrais savoir, je suis la cadette et je m'appelle Morgane. Mon frère aîné s'appelle Damien. Donc, il n'y a pas vraiment de question. Non. Et donc, comme je l'ai dit, je ne suis pas un dictionnaire de prénoms. Alors, peut-être une question de Véronique. Que pensez-vous des parents? Alors, que pensez-vous des parents qui utilisent un autre prénom que celui qui est officiel? Bon, c'est un petit peu ce à quoi vous venez de répondre aussi. C'est pareil. Ouais. Alors, Véronique, bonsoir. Je suis la deuxième et dernière et mon frère a décidé de mon prénom en plein baptême. Alors, j'aime beaucoup les mythes. Les mythes, ça fait des trous. Alors, les mythes autour des prénoms, alors là,
Je pense qu'il y a tout un paragraphe dans mon livre qui va être là-dessus, quoi. Parce qu'avec les choses qui se racontent, c'est des trucs de ouf. Mon frère a choisi mon prénom. Je ne sais pas si on peut se rendre compte de l'impact que ça peut avoir sur toutes les personnes concernées. C'est-à-dire les parents qui n'ont donc pas choisi le prénom, sur le frère, donc qui a une responsabilité. Et si en plus Véronique n'aime pas son prénom, vous voyez, on est mal. Elle va en vouloir à son frère toute sa vie. C'est pas normal, c'est pas un frère qui nomme sa sœur, sauf s'il est le parrain. S'il est le parrain, dans ces cas-là, bon, ça se fait beaucoup chez les chrétiens, le parrain nomme l'enfant, bon, ou on donne le prénom du parrain ou de la marraine pour honorer le parrain ou la marraine. Mais en second prénom, dans ce cas-là, en second prénom. Non, mais ça peut être aussi un premier prénom. Ah bon? Okay. Oui, oui, ça existe. Bon. Mais là, c'est mon frère, pendant le baptême, en plus, donc la pauvre, j'espère qu'elle n'a pas été baptisée à 10 mois ou 11 mois, ça veut dire qu'elle n'avait pas de prénom, quoi. Vous voyez, c'est une histoire qui se raconte. C'est une très jolie histoire. Mais je serai Véronique, je garderai un petit œil sur l'histoire. Je ne serai pas prise complètement par ce qui est raconté. Je pense que je garderai un doute légitime. Un doute raisonnable, voilà. Ok, merci Céline et merci Véronique pour la question. Alors, Nathalie, je suis née, donc Gaïa Soin, donc Nathalie, ça doit être son prénom. Donc je m'appelle Nathalie, je suis née la numéro 8 et jamais j'ai trouvé ma place. Pourquoi? Merci. Alors, si vous n'avez pas trouvé la place, déjà, vous vous appelez Nathalie. Donc, ça prouve qu'il manque des enfants. Il y a eu un problème avec des enfants, soit que votre mère n'a pas pu mettre au monde, soit qu'ils sont nés et qu'ils sont morts. Mais il y a un problème avec la natalité. Alors, forcément, 8 enfants, on se dit, il y en a beaucoup. Mais ça ne veut pas dire que votre mère n'en a pas fait 12 ou 13 ou 14 et que vous n'êtes pas vraiment la 8e. Parce que la 8e, c'est la mémoire. Et donc, il est possible que vous ne soyez pas la 8e, que vous soyez la 9e ou la 10e. Et ça change tout dans l'esprit. Parce que ça veut dire que votre mère n'a pas pu vous voir. Et alors, je ne sais pas dans quelle région vous vous trouvez, si vous êtes en France, au Québec ou ailleurs. Mais c'est être une 8e dans une fratrie. Je ne sais pas si vous êtes la dernière. Vous avez la cadette, donc la dernière. Si vous êtes la dernière, a fortiori, les autres frères et sœurs ne vous ont pas vu. Et dans un cas comme celui-là, il y a 2 scénarios. Soit votre mère non plus ne vous a pas vu parce qu'elle était fatiguée par les grossesses, soit au contraire, elle vous a phagocyté parce que vous étiez la dernière et qu'elle savait qu'elle n'en aurait pas d'autres. Mais en tout cas, votre prénom indique très clairement qu'il y a eu des problèmes avec mettre des enfants au monde. Et oui, la 8e, pour avoir une relation avec ses aînés, c'est pas forcément évident parce qu'il y a forcément eu une différence d'âge assez importante, quoi. Elle n'a sûrement pas connu les aînés, ils sont partis, ou l'aîné est resté pour s'occuper des autres. Voilà, quoi. Il y a 9 mois de gestation, donc... Mais moi, j'ai vu des familles où la mère mettait au monde un enfant tous les ans. Ouais. Alors... Sylvie, un prénom que nous avons évoqué tout à l'heure, que vous avez évoqué tout à l'heure. Je suis née dans une fratrie de 11 frères et sœurs. Je m'appelle Sylvie et je suis la 9e. Je n'ai jamais pris ma place dans cette fratrie. Est-ce que c'est vraiment important pour mon parcours? La théorie dit la chose suivante. Nous ne devons rien à nos frères et sœurs. Absolument rien. Nous devons respecter l'aîné et l'honorer. Et c'est tout. Mais nous ne devons rien du tout à nos frères et sœurs. Donc, si vous ne trouvez pas votre place dans votre fratrie, puisque c'est plus qu'une fratrie, c'est une communauté, c'est énorme. Ça veut dire que vous avez hérité des vêtements des aînés, ça veut dire que, il n'y avait jamais de place pour vous, qu'il fallait la faire, votre place, et qu'il fallait la trouver. En plus, Sylvie donc, indique vous aussi qu'il y avait un enfant... Ou votre mère n'espérait pas du tout tomber enceinte, elle espérait que le 8e serait le dernier, ou bien elle en a perdu un, et ça lui a fait de la peine, contrairement à ce qu'on pourrait croire. En tout cas,
que vous trouviez votre place ou pas dans cette fratrie, non, ce n'est pas très important. Vraiment pas. Et alors, il y a un point qu'on n'a pas abordé, que vous abordez déjà dans vos vidéos, mais là, pour les personnes qui vraiment découvrent cet univers, je le trouve quand même intéressant et je pense que ça va parler à pas mal de personnes, cette question des jumeaux. C'est lequel qui a la première place, oui. qui n'a pas la première place comment ça se passe à ce niveau-là? Les jumeaux, il n'y a pas de place normalement. Avant 1971, c'était le deuxième qui naissait qui était l'aîné. Aujourd'hui, il y a eu quelqu'un d'intelligent, comme je dis toujours, hein, il y a eu tout d'un coup une lumière qui lui est montée au cerveau, il a compris, et donc c'est le premier qui sort qui est l'aîné. Mais en fait, on est obligé de leur donner une place. Mais dans une famille, les jumeaux, personne ne les regarde à la place qu'ils ont. On les appelle toujours les jumeaux. Oui, c'est vrai. Parce que c'est une entité, les jumeaux. Ils sont mêlés l'un à l'autre et ils n'ont pas de place. Si vous voulez, s'il y a un aîné, un deuxième et puis deux jumeaux, enfin des jumeaux, parce qu'on deux c'est un pléonasme, il y a des jumeaux, on va pas dire c'est le troisième et le quatrième, on va dire c'est les jumeaux. L'aîné restera l'aîné, le deuxième restera le deuxième, et puis après il y aura les jumeaux. Et si on a un cinquième après, on dira le cinquième. Mais on ne s'occupera pas de la place des jumeaux. Parce que c'est une entité. On ne sait pas en fait. Merci Céline pour la réponse. Bon, il y a plein de questions qui arrivent. C'est un petit peu chaud à voir celles auxquelles vous n'auriez pas déjà répondu. Les parents... Tac, tac, tac. Ah, tiens. Wow. On essaie celle-ci quand même. Alors, Véronique, les parents qui utilisent les mêmes lettres de leur propre prénom pour faire celui de leurs enfants, qu'est-ce que cela veut dire? Merci. Alors, Véronique, je vous invite à me poser la question en aparté. Je ne répondrai pas ici. Et donc, il y a quand même quelque chose à creuser, quoi. Ah, bien sûr. C'est comme la première question qui m'a été posée. Pour les manuels, quand on s'appelle tous pareil. Ok, ok. Alors... Bon, peut-être que vous allez encore donner votre mail à cette question-là, j'essaye. Alors, que pensez-vous des familles dans lesquelles tous les prénoms des enfants commencent par la même lettre que le prénom du père et du nom de famille? Je précise que tous les enfants sont des garçons. C'est pareil, je vous invite à m'envoyer votre question par mail. Ok. Alors... C'est marrant parce que j'ai jamais eu ces questions en conférence. Ah ben c'est chouette. Ouais, peut-être qu'en conférence, il y avait des personnes qui avaient déjà des notions. Non, pas forcément. Alors que là, ils découvrent, ou alors c'est le contraire. Non, capsule, franchement, j'ai eu plein de gens qui ne connaissaient pas la constellation familiale et qui ne connaissaient pas non plus l'histoire des prénoms. Après, c'est révélateur du fait que on réfléchit de plus en plus, on se pose de nouvelles questions parce que petit à petit, on ouvre notre esprit. Et... C'est vrai. Et puis bon, les médias ont beaucoup aidé. Hein. Ouais. Oui, et puis les personnes comme vous qui faites beaucoup de vidéos pour aborder ces thématiques-là, ça éveille la curiosité. Et puis, bon, si on est de bonne foi, on s'aperçoit bien que ça fait résonner une forme de vérité universelle, quoi. On se dit, il y a vraiment quelque chose qui est juste, quoi. Au-delà d'une théorie qui pourrait expliquer le phénomène issu de la constellation familiale dans ce qui se produit en termes de magie. Alors... L'âme solaire, Anso. Bonsoir, mes parents m'ont appelé Anne-Sophie, mais me prénomment toujours Sophie ou Sophia en portugais, ainsi que ma famille, malgré ma demande qu'on m'appelle Anne-Sophie. Qu'en pensez-vous? Je pense qu'il ne faut pas lâcher l'affaire parce qu'on vous a enlevé un bout de votre personnalité. Anne, c'est pas rien. Sophie, c'est comme si on vous demandait d'être la structure de la famille. Parce que on ne peut pas se fier aux os, et les os, c'est toute la structure de la famille. Et donc, si on vous a appelé Anne avec un trait d'union entre les deux, c'est qu'il y a aussi une fonction à remplir en tant que Anne. Et donc, je vous invite vraiment à insister et ne pas répondre quand on vous appelle que Sophie. Parce que c'est comme Marie-Hélène, se faire appeler Marie ou se faire appeler Hélène, il en manque un bout du prénom. C'est comme si vous n'étiez jamais vous-même. Et qu'énergétiquement, vous ne pouviez pas revendiquer qui vous êtes. Vous n'aviez pas le droit. Moi, je trouve ça
Je trouve ça, non, ça va pas. Ça se voit dans la façon d'aborder le travail, ça se voit dans la façon d'aborder la famille, ça se voit partout. Parce que c'est pas écologique. Super, merci Céline pour la réponse et Anne-Sophie, merci pour la question. Alors celle-ci est intéressante aussi. Est-ce que notre signe astrologique influence notre prénom? Ben, si nous sommes tout, il ne peut pas y avoir de séparation. Donc forcément, mon prénom va être en rapport avec mon signe. Ceci dit, je ne sais pas qui m'a écrit, mais mon signe n'est rien dans mon thème. C'est tellement complexe un thème, il y a tellement de choses dedans que ne s'arrête. D'ailleurs, si je suis taureau, ben, je suis taureau, mais ça concerne aussi mon père, qui n'est pas forcément taureau dans la vie, mais ça concerne la façon que j'ai de regarder mon père. Ça veut dire quelqu'un qui est taiseux, quelqu'un qui est matérialiste, quelqu'un qui a besoin de sécurité financière, quelqu'un qui aime la terre, qui aime voilà, la nature. Vous voyez, ben ça, c'est l'image que j'ai de mon père. Et donc, comme je suis en partie mon père, forcément, je vais retrouver une partie de moi là-dedans. Ben, pour pouvoir vivre ma mission en tant qu'une partie de mon père, il y a de fortes chances pour qu'on me donne un prénom qui soit en rapport. Comme m'appeler, je ne sais pas, Véronique ou Flore ou Rose. Ou Guy. Alors attendez, j'ai vu une question qui était intéressante. Je vais pas prendre 100 questions. Hein. Je pense que ça va être la dernière ou l'avant-dernière. Après, on fera un petit point sur votre actualité, les formations que vous proposez, parce que je trouve super intéressant. Et il y a eu un message à l'instant que je ne retrouve plus tellement les questions défilent. Là, je crois que je suis perdu. Il y a quelqu'un qui disait: je vous remercie, vous m'avez fait découvrir la constellation familiale. Donc c'est assez génial. Avec plaisir. Surtout que avec Céline, je pense que c'est d'autant mieux. Alors, celui-là. Voilà. Alors, Ève, porter le prénom francisé de sa grand-mère a-t-il une influence sur notre propre vie? Cela implique-t-il quelque chose? Merci à vous. Ben, il faut dire quand même qu'il y a eu tout un pan d'émigrés, notamment polonais, avec des prénoms que les Français n'arrivaient pas à orthographier ou à prononcer, et ils les ont francisés d'office. Et oui, je pense que ça a une influence, parce que si j'ai reçu, je ne sais pas, moi je m'appelle Eva, et que tout d'un coup, en arrivant en France, on francise mon prénom et on m'appelle Ève. Alors aujourd'hui, évidemment, c'est beaucoup moins vrai, mais les Andrea, par exemple, à l'époque italien, on les a transformés en André. Hein, ben, vous voyez bien que quand je le prononce, c'est pas la même énergie. Andrea et André, c'est pas pareil. Non, ouais. Et ben, ça veut dire qu'il y a une partie de moi qui est partie avec le A. Et ça a un impact, bien entendu, énergétiquement. Et comme il y a eu tout un pan d'émigrés qui a changé de prénom, des Asiatiques, des Italiens, des Portugais, des Polonais, des Allemands, qui ont changé l'énergie de leur prénom, et ben du coup, ils ont changé quelque chose dans leur vie. Et ce n'est pas forcément bon pour eux. Ça peut être à leur détriment. Parce que nous sommes des êtres loyaux. Il faut quand même le savoir. Nous sommes nés dans une famille et nous ne sommes pas faits pour en sortir. D'ailleurs, Bert Hellinger disait toujours: il ne peut pas y avoir d'évolution sans trahison. L'idée, c'est qu'à un moment donné, on trahit son clan. Mais au début, on n'est pas fait pour le trahir. Ce qui fait que si je reçois le nom de mon grand-père, qui s'appelait, je ne sais pas moi, comment ça pourrait être Marcel. Non, un prénom étranger. Je ne sais pas moi. Yannick, bon, par exemple. D'accord. Et que la personne à l'état civil ne sait pas ce que c'est Yannick, elle ne savait pas le prononcer, et elle dit: bon, bah, ce sera Yann. Ben, je vais m'appeler Yann, mais pourtant, c'est le prénom de mon grand-père que j'ai reçu. Je ne peux donc pas m'occuper de son histoire. Je ne peux pas me mettre au service de mon grand-père. Ben, ça ne va pas. Bien, merci. Alors, on va arrêter là pour la question parce qu'il y en a plein qui défilent.
et je suis un peu perdu. J'aimerais bien éviter de faire des doublons sur les réponses. Et justement, on arrive à un point qui aussi est intéressant, puisque Céline, vous proposez des formations. Alors, vous proposez des formations en quoi? En astrothérapie? Alors, j'ai une école, En constellation familiale, c'est quoi? les Qu'est-ce deux. que vous nous J'ai proposez? une école à Nantes qui forme des astrothérapeutes. On est pratiquement les seuls en France à faire ça. C'est l'EFAT, EFAT, AT, l'École voilà, française d'astrothérapie, ça? l'astrothérapie. Mhm. Et nous formons des thérapeutes ou bien des personnes qui ne sont pas encore thérapeutes mais qui vont le devenir grâce à notre enseignement. Pendant 3 ans, nous les formons à utiliser l'astrologie dans l'accompagnement thérapeutique, y compris dans la constellation familiale. Pourquoi? C'est quoi l'objectif? Ma croyance à moi, c'est que nous sommes tous uniques. Et que dire la thérapie, moi, ça ne me paraît pas possible. Moi, j'ai besoin de faire une thérapie qui soit en lien avec l'âme de chacun. Ouais. Et donc, à travers l'astrologie, on peut comprendre les enjeux et pourquoi la personne est venue sur cette terre et comment on peut l'accompagner à devenir ce qu'elle est venue expérimenter. Voilà, ça nous permet de sortir des drames, ça nous permet de sortir de la culpabilité, ça nous permet de sortir de la victimite. C'est juste grandiose. Voilà. Super, et c'est à quel rythme que ça suit cette formation? C'est sur 3 ans? Ouais, c'est une fois par mois ou... C'est une fois par mois, 3 jours par mois. 3 jours par mois. Voilà. Et le prochain cycle commence en janvier, fin janvier. Mais toutes les dates sont indiquées sur le site de l'EFAT. Et c'est toujours en présentiel ou alors il y a des modules qui sont enregistrés en vidéo, qui sont disponibles? Quand on a été confinés, on en a fait quelques-uns à distance. Mais franchement, moi, j'ai besoin de l'humain, quoi. Ben ouais, c'est clair. Moi, je peux pas. Moi, j'ai été malheureuse pendant les confinements, franchement. Pourtant, je fais de la thérapie à distance. Ça marche très bien. Mais la thérapie, c'est 1 heure. Mais quand il s'agit de 8 heures de cours, non, c'est trop dur. J'ai trop besoin de contact. Bah, je comprends. Donc, c'est sur 3 ans, c'est une fois par mois et ça se situe où? À Nantes, à côté pas loin de la gare. Ok. Voilà. C'est aussi en présentiel. Ouais. Et est-ce qu'on peut prendre la formation en cours de cycle ou est-ce qu'il y a un début de cycle et il faut respecter ce rythme-là? Voilà, il y a un début et une fin. On a une certification à la fin. Dans cette formation, il y a de la philosophie, il y a de l'astrologie, bien sûr, il y a de la psychologie, il y a du corps aussi, de passer par le corps. C'est une formation complète. Et il y a plusieurs intervenants ou alors c'est vous qui couvrez tous ces aspects-là? Non, c'est pas moi, on est 2 et puis parfois on fait intervenir des personnes de l'extérieur. Ok. Voilà. Nous, on n'enseigne pas les matrices de Groff, par exemple. On a quelqu'un de l'extérieur qui vient enseigner les matrices de Groff. Donc le cycle là 2021-2022, est-ce qu'il a commencé? Est-ce qu'il va commencer? Parce qu'on est fin septembre. Voilà, 2021, la première année se termine, on va passer en deuxième année. Et nous commençons une première année en janvier. Toujours en janvier. Ah, toujours en janvier. Donc l'émission, finalement, elle tombe à pic. Oui, c'est cool. Ouais, c'est cool. Qu'est-ce que je voulais dire? Et par ailleurs, je forme des constellateurs familiales. Ouais. Et ça, donc, j'ai 2 cycles. J'en ai un qui est commencé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en septembre, qu'on peut encore rejoindre à Mulhouse, et qui se terminera donc en début 2023, parce que c'est sur 15 mois d'affilée, et 4 mois plus tard, pendant ce temps-là, il faudra me rendre le mémoire, le 16e. Voilà, il y a une interruption de 4 mois entre le 15e et le 16e pour pouvoir me rendre le mémoire pour la certification. Ok. Et les constellations, alors, vu que vous bougez pas mal, est-ce que vous les faites que à Nantes ou vous les faites dans plusieurs endroits? Et à quelle fréquence? Vous en proposez tous les combien des constellations? À Paris, en ce moment, je suis tous les mois. 1 fois par mois à Paris. Je suis 1 fois par mois à La Rochelle. 1 fois par mois à Nantes. Ouais. Là, samedi, je descends à Toulouse pour consteller. Je vais faire une conférence et puis ensuite, je ferai une journée de constellation. Je vais me retrouver pas loin de Perpignan au mois de novembre. Je vais à l'île d'Oléron au mois d'octobre. Voilà, je bouge pas mal. Je cherche à venir à Lyon, mais ça n'a pas l'air de se faire pour l'instant, mais je pense que ça se fera. Je suis allée pas mal au Luxembourg et ça va commencer à se développer un peu en Suisse. Super. Voilà. Génial, après le Québec, et puis vous descendrez un petit peu plus vers le soleil dans les dom-toms.
Ben, on m'avait proposé à Tahiti, mais c'est trop compliqué. Le voyage, c'est 24 heures, c'est hyper cher, c'est pas possible. Il faudrait que je mette le prix des constellations à des prix démesurés, c'est pas possible. Ouais, ouais. Ou alors il y a un moment où les personnes qui vont sortir de votre établissement pourront peut-être Ben, j'espère. s'occuper de certaines zones géographiques. Ben, Donc, c'est mon but. Comment on fait pour... mais votre but à vous, c'est quoi? C'est de les former et qu'ils occupent l'espace de régions de France que je ne connais pas ou que je n'atteins pas. Donc, comment on fait pour être au courant de où se passent les constellations et comment on fait pour faire une demande de participation? Alors, vous pouvez recevoir ma newsletter en m'écrivant et en me le demandant. Donc, je vous rentre dans mon fichier et vous recevez ma newsletter. secrétariat-steinovitch@gmail.com. Donc, ne faites pas de faute à mon nom et je recevrai votre mail. Secrétariat Steinovitch. Et vous recevez ma newsletter. J'ai une newsletter qui paraît à peu près. Alors, en ce moment, comme mon site est en panne depuis 4 mois déjà, je fais plus de newsletters que d'habitude et donc j'en fais une tous les 3 mois. Sinon, j'en fais 2 par an. Ok, donc il n'y a que par la newsletter ou alors on peut avoir des informations un petit peu plus rapides et spontanées sur Facebook, par exemple? Alors, Facebook, non, je ne donne pas tellement mon programme, mais par contre, vous pouvez m'écrire et ma secrétaire répond toujours. Quelle que soit la question que vous avez, l'avantage de Facebook, l'avantage de la newsletter, c'est que vous avez aussi tous mes ateliers. Parce que j'organise des voyages à l'étranger, je fais des constellations à thème. Voilà, en décembre, j'ai une constellation et la maladie, par exemple, avec mon collègue, qui va passer par l'astrologie, avec l'explication de pourquoi vous avez cette maladie, et moi, je le constelle derrière. Donc, vous voyez, on a plein de projets. J'ai un stage sur les femmes qui dure 5 jours, sur le féminin. J'ai un stage sur les prénoms. Je fais énormément de choses parce que je suis une passionnée, comme vous l'avez compris. Ouais. Et le seul moyen de le savoir, c'est que par la newsletter, puisque mon site n'est pas à jour. Ok, ben super. Il y a une proposition de Rosa Pereira qui vous propose d'aller en Haute-Savoie. Avec plaisir. Avec plaisir. Bon, mais vous savez comment. Pas quand il neige, parce que j'ai très très peur de la neige. Mais je viendrai. Moi, je me déplace. À partir du moment où je suis invitée, je me déplace. Je suis toujours très heureuse de rencontrer d'autres personnes, de donner envie, parce que la constellation familiale, c'est quand même un outil absolument incroyable, quoi. Il n'y a pas d'équivalent. La systémie, je pense que c'est un truc vraiment très intéressant. Mais ça va ensemble, en fait. Oui, absolument. Mais ça peut être abordé sous différents angles. Bref. J'ai envie d'arrêter ici. Ça a été super intéressant, Céline. De toute façon, c'est un sujet passionnant. Vous êtes passionnée, donc moi j'ai vraiment adoré. J'imagine qu'il y a plein de points qui auraient pu être développés, et donc pour ça, je vous invite à vous rendre sur la chaîne YouTube de Céline, parce qu'il y a vraiment des vidéos, des conférences qui durent un bon moment. Il y a des questions intervenants. Enfin, il y a vraiment de quoi découvrir l'univers des prénoms, de la fratrie, d'avoir des redites de ce soir et même des approfondissements sur certains points. Donc vraiment, allez-y faire un petit tour, même un grand tour. Merci Céline d'avoir participé à l'émission. Je suis vraiment ravi. Je suis ravi que ce soit vous qui ayez parlé de ce sujet-là. J'aime bien votre côté un peu sanguin, passionné et puis franche, direct. Je trouve ça vraiment tout à fait appréciable. Et vous savez, je vais vous laisser le mot de la fin. Alors, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il y a toujours ce petit mot de la fin, vous, face aux internautes. Donc, avant de vous laisser le mot de la fin, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont participé à cette émission, qui sont venues, qui ont posé des questions dans le chat. Donc, ne m'en veuillez pas de ne pas avoir sélectionné votre question, mais c'est vrai que j'ai du mal à gérer le chat et écouter l'intervenant. Vous avez des clés pour contacter Céline, lui poser quelques questions, elle a une secrétaire, enfin voilà. Donc, merci vraiment pour votre participation. Je vous invite toujours à aller faire un tour sur le site Énergie Positive Média. Vous verrez qu'il y a une petite nouveauté, il y a un nouvel onglet et je vous invite à vous inscrire à la newsletter puisque vous êtes tenu informé en avance du programme qui est à venir. Donc vraiment merci pour votre fidélité, merci pour vos messages, merci beaucoup à Céline et je vous dis à tous à très bientôt. Je ne sais pas encore quand, mais à très bientôt, c'est sûr. Merci Céline et je vous laisse le mot de la fin. Eh bien, je voudrais que vous vous souveniez que l'important, ce n'est pas ce qu'on a voulu faire de nous,
mais ce que nous-mêmes avons fait de ce qu'on a voulu faire de nous. Et vous avez toujours la liberté de changer et de devenir ce que vous avez à être et non pas ce que vous avez à faire. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous remercie infiniment d'avoir été là. C'est toujours un cadeau. Au revoir.